OK, donc maintenant on va parler en détail là, de l'architecture de MapReduce. Donc, tout d'abord, on va parler là, du système de fichiers distribué de MapReduce, qui est le GFS, le Google File System. Donc, c'est là qu'on va écrire donc, les données brutes, là, les pétaoctets d'informations qu'on utilise, qu'on va analyser pour notre job MapReduce, vont être écrites sur le GFS. Donc, le GFS, c'est un système de fichiers distribué qui va donc essentiellement utiliser tous les disques durs de toutes les machines qui sont connectées au GFS et va donc euh, partitionner l'information, va diviser l'information, l'encoder dans un format spécifique, là, en ce qu'on appelle des chunks. Va aussi répliquer chaque chunk, donc va créer plusieurs copies de chaque chunk pour la redondance, pour la tolérance aux pannes, et va donc les écrire sur les disques durs de chacune des machines, sur les disques durs des machines. Donc pour plus de, on ne va pas parler dans ce cours là, de GFS en détail comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse de comprendre plus comment ça fonctionne, je vous invite à prendre mon autre cours là, sur les systèmes distribués, log 736. Et plus particulièrement, j'ai une vidéo qui explique GFS qui est disponible là, sur le YouTube. OK, bon. Donc, GFS, c'est donc un élément qu'on va utiliser dans MapReduce pour enregistrer les données et les, les, les résultats vont être aussi écrits sur le GFS. À part de ça, on a le master. Donc, le master, c'est vraiment le cerveau là, du système. C'est le master qui va euh, surveiller donc, l'exécution de la job puis s'assurer que ça va compléter avec succès. Donc, c'est le master qui doit décider comment partager les données d'entrée. Donc, déterminer quelle, quelle partition, donc va partitionner les données d'entrée, va déterminer quel travailleur va travailler sur quelle donnée d'entrée, va aussi déterminer quel travailleur fait la fonction map et quels travailleurs font la fonction reduce, ou par exemple faire les deux, ok? Et va aussi réagir en cas de panne, donc c'est le master qui va donc surveiller les travailleurs, puis savoir, ok, si quelqu'un tombe en panne, comment je vais re-exécuter la responsabilité de ce travailleur sur une autre machine. Donc on a le master et finalement les travailleurs, donc c'est le reste des machines, donc la grande majorité des machines dans notre grappe va être un travailleur qui va être fourni un sous-ensemble de données ou ce qu'on appelle d'informations, va être fourni des fonctions MapReduce et va être chargé d'exécuter sa partie. Donc ces tâches-là. Donc ici, je vous donne une illustration, là, pas de l'architecture, mais une illustration là, du processus là, total là, pour faire un MapReduce. Donc, on a nos données d'entrée, ça c'est sur le GFS. On les divise en plusieurs partitions, en intervalles. Le master va décider quelle partition est attribuée à quel travailleur. Ces travailleurs-là-ci qui travaillent sur la phase map, on va les appeler les mappers. Donc, c'est le master qui décide qui obtient quelle map. Et là, les travailleurs vont donc exécuter la fonction map sur leur sous-ensemble de données. Et comme on a vu dans la dernière vidéo, c'est la fonction map est naturellement parallélisable parce que on applique la sous-fonction dans le map sur chaque élément dans la liste. Donc ici j'ai une liste d'éléments et chacun obtient sa propre sous-liste et j'exécute mon map sur ma sous-liste qui me donne des résultats intermédiaires, donc c'est-à-dire ma liste de résultats intermédiaires. Et ces listes de résultats-là vont être donc réduits, donc c'est là qu'on passe à la phase reduce, vont être envoyés donc aux différents travailleurs qui font le reduce, qu'on appelle les reducers, et les reducers donc vont appliquer la fonction reduce, donc avec mon accumulateur, avec mon opérateur, avec ma liste d'informations, pour obtenir un résultat final qui va être écrit sur un fichier dans le GFS. Okay? Donc là, on va voir en plus de détails comment on fait la fonction, comment ça, les fonctions map et les fonctions reduce fonctionnent
et comment est-ce qu'on fait la phase intermédiaire ici, qui s'appelle la phase de mélange, de triage, où les résultats intermédiaires, c'est-à-dire les résultats des maps, vont être envoyés donc aux bons reducers. Donc comment est-ce qu'on est capable de déterminer quel reducer obtient quelle valeur intermédiaire. Ok, donc le modèle de programmation, ça c'est vraiment, c'est un peu une répétition, une révision de ce que j'ai parlé dans le vidéo de programmation fonctionnelle. Quelques différences, tout fonctionne en clé-valeur. Okay, toutes les données vont être structurées en clé-valeur, donc on attache une clé unique à chaque élément et la valeur de chaque élément. Donc, c'est la donnée elle-même. Donc, quand j'ai une fonction map dans MapReduce, bon, ici, c'est pas exprimé exactement de la même façon là, que la fonction map dans la programmation fonctionnelle, parce que si vous vous souvenez dans la programmation fonctionnelle, la fonction map, c'est une fonction de haut niveau qui prend une fonction qu'on va exécuter et une liste d'éléments. Alors que dans Google, la fonction map, c'est essentiellement c'est la sous-fonction elle-même qui va être exécutée. Donc, la fonction map, c'est prend une clé et une valeur et va générer un résultat. Okay? Et le résultat, potentiellement, pourrait être une liste de données. Okay? Et donc, le résultat qu'on va générer va avoir une clé de sortie, va être attaché à une clé de résultat intermédiaire. Donc, cette clé-là va être importante parce que c'est ça qu'on va utiliser pour déterminer quel reducer va recevoir l'information. Et les valeurs ici sont les valeurs là, qui sortent là, de l'exécution de ma fonction map. Donc, potentiellement, ça se peut que je produise une ou plusieurs paires de clés-valeurs selon les données que j'ai reçues. Okay? Donc, essentiellement, l'information que je reçois, c'est une liste de clés-valeurs. Et pour chaque clé-valeur que j'ai reçue, j'applique la fonction map ici. Okay? Donc, ce n'est pas tout à fait la même définition là, que dans la programmation fonctionnelle, mais techniquement, c'est la même chose qu'on fait à la fin. C'est qu'on obtient une liste de résultats. Et là, la fonction reduce, donc, va prendre une clé de résultat intermédiaire, va obtenir tous les résultats toutes les valeurs intermédiaires qui sont associées à cette clé intermédiaire et va calculer, donc, va réduire l'information pour produire un résultat pour cette valeur. Bon, le résultat lui-même pourrait être une liste, okay? Mais ça pourrait être aussi juste une seule valeur. En plus, donc ça, les développeurs sont chargés de développer la fonction map et la fonction reduce, mais optionnellement, il y a deux autres fonctions qui pourraient être programmées par le développeur, mais sont optionnelles pour optimiser la performance du système. C'est la fonction combine et la fonction partition. On va parler de ces fonctions-là un peu plus tard, mais d'abord, on va se concentrer sur la fonction map et la fonction reduce. Donc, pour la fonction map, okay, donc, le GFS va être divisé, chaque mapper va recevoir une partie des données et va exécuter donc pour chaque dans l'intervalle qu'il va recevoir, ça va contenir donc plusieurs clés-valeurs, donc plusieurs paires clés-valeurs, et pour chaque paire clé-valeur va appliquer la fonction map qui a été fournie par le développeur. Dans la phase de mélange et triage, donc ce qu'on appelle le shuffle phase, ça, c'est pas une phase qui est développée par le développeur. Okay? C'est vraiment géré complètement par le quadriciel de MapReduce de Google. Okay? Donc, il n'y a rien ici qui est essentiellement il n'y a aucune intervention du développeur à ce moment-là ici. Bon, c'est pas tout à fait vrai. On va voir qu'avec que la fonction combine et reduce peut alléger là, cette tâche-là, donc alléger donc comment cette tâche, affecter comment cette phase fonctionne. Mais pour l'instant, on a juste besoin pour comprendre que dans la fonction shuffle, qu'est-ce qui se passe? Le quadriciel va déterminer, okay, selon les résultats obtenus de chaque mapper, okay, quelle information va aller à quel reducer. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque reducer est censé recevoir donc
essentiellement, chaque reducer est attribué une clé intermédiaire ou un ensemble de clés intermédiaires et chaque reducer est censé recevoir tous les résultats qui sont attachés à cette clé. Okay? Donc, quand les mappers font leur job, c'est possible qu'ils vont générer beaucoup de résultats qui vont être associés à différentes clés intermédiaires. Okay? On ne sait pas à l'avance c'est quoi les clés intermédiaires que chaque mapper va générer parce que c'est complètement dépendant des données qui rentrent. Okay? Donc, chaque mapper peut générer beaucoup de clés intermédiaires et c'est aussi possible que chaque clé intermédiaire a des données sur plusieurs mappers. Okay? Donc, imaginons que j'ai une clé intermédiaire qui s'appelle K1 et que les 3 mappers ont généré des données avec la clé intermédiaire K1. Ça veut dire que le reducer qui est en charge de la clé K1, par exemple ce reducer-là, va devoir communiquer, okay, va essentiellement recevoir des données de la part des 3 mappers pour la clé K1. Okay? Donc ici, il y a vraiment un gros travail à faire pour pouvoir déterminer quel reducers reçoit quelle information pour s'assurer que tous les reducers reçoivent toute l'information complète pour chaque clé intermédiaire qui sont responsables. Et essentiellement, le laboratoire numéro 2 que je vous demande de faire, c'est se concentrer sur cette phase de mélange et de trouver une solution à base d'intergiciel, donc utiliser un PubSub pour pouvoir déterminer quelle donnée doit être transférée de quel mapper à quel reducer. Parce que ça, c'est comme un problème de filtrage. C'est comme décider, ok, c'est du triage, c'est déterminer, ok, quelle information doit aller à quel reducers. Donc, ça peut être exprimé en termes d'abonnement de reducers et de publication de mappers. Okay? Donc, c'est ça l'idée du labo numéro 2. Durant la phase reduce, donc chaque reducer a reçu donc plusieurs clés résultats intermédiaires potentiellement. Et pour chaque clé intermédiaire, a reçu une liste de tous les résultats qui ont été produits par les mappers pour cette clé-là. Et à ce moment-là, doit appliquer la fonction reduce qui est exprimée là, comme dans la programmation fonctionnelle pour réduire la liste en un seul résultat. Et ce résultat-là va être écrit sur le GFS, donc va être persisté sur le GFS, alors que les résultats intermédiaires des mappers ici n'est pas persisté sur le GFS. Okay? Donc ici, c'est juste écrit dans la mémoire locale ou sur le disque local potentiellement, mais ce n'est pas écrit sur le GFS. Donc voici toutes les fonctionnalités qui sont fournies par le quadriciel elle-même, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être développées ou implémentées par le développeur MapReduce. Donc tout ce qui est planification, donc déterminer quelle machine va faire les tâches de map et les tâches de reduce. C'est le master qui contrôle ça. Comment on distribue les données, donc comment est-ce qu'on découpe là, les données d'entrée pour les transférer aux mappers. Pas besoin de spécifier ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire. Synchronisation, donc comment est-ce qu'on détermine par exemple là, que quel mapper va parler à quel reducer, comment on transfère les données entre les mappers et reducers. Développeur, pas besoin de soucier ça. Et erreur et panne, donc quand il y a des machines qui tombent en panne, comment est-ce qu'on recouvre l'information, comment est-ce qu'on réessaie, recalcule l'information qui a été perdue. C'est encore une fois le quadriciel qui s'occupe de ça. Donc le développeur n'a vraiment pas besoin de faire beaucoup de choses. Donc je vous donne un exemple ici avec décompte de mots. Donc dans décompte de mots, qu'est-ce que je dois faire? J'ai par exemple beaucoup de documents texte et ce que je veux savoir c'est donc compter chaque mot dans tous les documents et à la fin obtenir donc un résultat où j'ai une liste de mots et pour chaque mot, j'ai donc un décompte qui compte le nombre de fois que ce mot-là apparaît dans tous les documents que j'ai. Donc, comment est-ce que je décompose ça en map et reduce? Pour la fonction map, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, par exemple, que chaque entrée dans mon GFS, c'est un fichier. Le fichier a comme clé le nom du fichier. Et là, la fonction map est de parcourir le fichier lui-même et de générer donc pour chaque mot qui est contenu dans le fichier donc le compte de ce mot-là pour le fichier. Okay? Donc, par exemple, donc la sortie de mon map, c'est une liste
avec des mots et le nombre de fois que le mot apparaît dans ce document spécifique. D'accord? Donc ici, les résultats intermédiaires, les clés intermédiaires, c'est des mots. Okay? On va voir que dans cet exemple-là, c'est aussi les clés finales. Donc les reducers, qu'est-ce qu'il reçoit? Ben, il reçoit, chaque reducer est attribué donc un mot spécifique ou un ensemble de mots spécifiques. Et pour chaque mot, on va recevoir donc tous les décomptes de ce mot-là de tous les mappers. Okay? Donc, des fois ça peut être 1, des fois ça peut être 100, 50. Okay? Chaque mapper va avoir vu le même mot à une fréquence différente. Donc, le reducer qui est en charge d'un mot spécifique doit recevoir toutes les décomptes pour ce mot-là. Et là, quelle est la tâche du reducer? C'est très simple, c'est juste faire la somme de tous ces... Le reduce ici, c'est faire la somme de la liste pour obtenir une valeur finale pour chaque mot. Ok, donc ici, c'est une autre illustration là, qui présente là, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on a nos données d'entrée, on a les maps. Les maps vont générer des clés valeurs intermédiaires. Ça va aller dans la phase de triage. La phase de triage va générer donc pour chaque clé intermédiaire la liste de toutes les valeurs qui sont attachées à ça et envoyer ça au reducer. Les reducers vont donc réduire donc toutes les valeurs en une seule valeur qui est le résultat de la clé. Ok, donc ici donc pour le map, donc la fonction de map elle-même telle que définie dans Google, ça prend juste une clé et une valeur et donc le mapper va appeler la fonction map là, sur toute la liste là, de clés valeurs qu'elle reçoit et va potentiellement là, générer plusieurs résultats donc avec des clés intermédiaires différentes. Donc pour des comptes de mots, par exemple, ici j'ai un document ici, ok, et le document, le nom du fichier c'est hello goodbye par exemple, ok, et donc dans la fonction map, je fais le décompte de chaque mot, ok. Bon, dans cette implémentation ici du word count, c'est un peu c'est encore plus là, simple, c'est dès que je vois un mot, je sors le résultat, la valeur 1 pour le mot. Okay, donc il n'y a pas d'intelligence ici où il n'est pas capable de déterminer que, par exemple, dans le même document, j'ai vu le mot C 2 fois, donc ça pourrait être C.2. Ça, c'est comme une optimisation. Dans la phase de triage, donc on collecte donc, tous les résultats intermédiaires et on les regroupe par clé. Donc, dans cet exemple ici, imaginons que j'ai deux documents de base. Okay, donc, ça, c'était le premier document qu'on vient de voir. Puis là, le deuxième document, ça, c'est les résultats de chaque document. Donc là, dans la phase de triage, on a pour chaque clé unique la liste de tous les résultats qu'on a obtenus. Okay, donc ici, par exemple, le mot C a été vu 3 fois, donc il y a eu 3 résultats avec la valeur 1, donc ça devient une liste avec 3 1. Et finalement, dans la phase reduce, donc on prend un résultat intermédiaire avec une clé et une liste de valeurs et on va être capable de réduire la liste en une seule valeur qui représente donc le résultat final. Donc par exemple C avec 3, 1, je fais dans ce cas-ci la fonction reduce c'est la somme avec avec un compteur qui commence à 0, donc la valeur finale c'est C3 et c'est ça que je vais écrire sur le GFS. Ok, maintenant parlons un peu des fonctions optionnelles. Donc la première fonction optionnelle, c'est la fonction combine. Donc qu'est-ce que ça permet la fonction combine? Donc par exemple ici dans cet exemple ici, j'avais dit qu'il y a un petit problème ici où, ben, c'est pas un problème, il y a un manque d'efficacité dans le fait que j'ai généré là, deux résultats intermédiaires avec donc la même clé intermédiaire. Okay. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec la fonction combine? C'est définir une façon pour un mappers de éliminer la redondance dans les résultats intermédiaires. Okay? Donc, c'est essentiellement faire comme un pré-reduce, c'est similaire à du reduce, mais juste sur les résultats intermédiaires générés par le mapper. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais pu dire par exemple que pour combiner C1, 1,
c'est faire la somme des valeurs intermédiaires. Donc, si un mapper, par exemple, aurait généré C.1, 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 ok, donc trois clés valeurs C1, et je lui fournis la fonction combine qui dit fais la somme de ça avant d'envoyer ça à la phase de triage, à la place d'avoir trois clés valeurs C1, ça va juste sortir un C3. Okay? Donc, avoir une fonction combine, ça permet d'alléger la tâche de la phase de triage en réduisant le nombre de paires de clés valeurs. La fonction optionnelle partition, ça affecte aussi le triage. Qu'est-ce que ça fait? Parce que normalement, en temps normal, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un nombre limité de reducers et on a beaucoup de clés intermédiaires différentes. Par exemple ici, là, j'ai par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 clés intermédiaires différentes. Et imaginons que j'ai juste 2 reducers. Okay? Donc là, à ce moment-là, j'ai besoin d'une façon de déterminer quel reducer va recevoir quelle clé intermédiaire. Okay? Donc, normalement, si on fait ça correctement, ça devrait être divisé là, de façon uniforme. Là. Par exemple, un reducer va recevoir 4, puis un autre va recevoir 3. Okay? Et la façon que ça fonctionne par défaut, c'est comme aléatoire. Okay? Ça fonctionne par hashing. Donc, on prend la clé intermédiaire, on le hash. Ici, le mode R, c'est pour dire que c'est modulo le nombre de reducers qu'on a. Donc, par exemple, si on a 2 reducers, ça va être mode 2. Donc, ça veut dire que le résultat de mon hachage, ça va être soit 0, soit 1. Si c'est 0, c'est le reducer numéro 1. Si c'est 1, c'est le reducer numéro 2. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de déterminer quel reducer va recevoir quelle clé intermédiaire et il va recevoir la liste pour ces clés intermédiaires. Okay? Donc, c'est quoi le problème avec cette méthode par défaut? Ce que cette méthode par défaut permet de faire, c'est s'assurer que chaque reducer a un nombre égal de clés. Okay? Mais des fois, dépendamment de la tâche, ça ne veut pas dire qu'avoir un nombre égal de clés par reducers signifie pas que chaque reducer a vraiment une charge égale de travail à faire. Okay? Donc, dans quelle situation est-ce que ça pourrait pas être égal? Ça pourrait être pas équitable. C'est par exemple s'il y a des clés intermédiaires qui ont beaucoup de résultats, donc des listes géantes d'informations, puis d'autres résultats qui ont des listes très petites, par exemple juste un élément. Donc comme dans ce cas ici, toutes les clés ont 1, sauf le C qui en a 3. Okay? Donc ça serait pas équitable, par exemple, de dire que le reducer que le C a 3 autres clés intermédiaires à faire, alors que l'autre reducer a juste 3 clés intermédiaires à traiter. Ils ont chacun juste une taille de 1. C'est pas un équilibrage de charge qui est assez parfait. Donc, pour pouvoir prévenir ce problème, quand on a potentiellement des charges très inégales par clé, c'est donner la capacité au développeur de fournir sa propre fonction pour contrôler le partitionnement. Et donc, c'est ça la fonction partition qui permet donc au développeur de manuellement définir et dire, OK, pour telle clé, ça va être envoyé à telle partition. Okay? Donc, par exemple, donc à ce moment-là, si je sais à l'avance que dans mes données, et ça prend évidemment une connaissance là, des données, puis on doit être capable de prévoir un peu là, qu'est-ce qui va se passer. Là. Donc, si je savais que la fonction C va être très populaire, je peux définir dans la fonction partition dire que la machine qui va obtenir la fonction, le mot C, ça va être la machine numéro 0. Donc, je force ça, puis par exemple, je pourrais dire que pour tous les autres mots, ça va être là, la machine numéro 2, quelque chose comme ça. Okay? Donc, à ce moment-là, ça permet de contrôler où c'est que les clés vont arriver. Donc, dans ce cas-ci, ici, par exemple, les clés K1 et K4 sont particulièrement lourdes, donc ils ont 3 et 4 éléments chacun, puis les autres ont 1 ou 2. Donc, dans ma fonction partition, je pourrais dire, par exemple, que la clé 4 doit se retrouver sur une machine, la fonction K1 doit se retrouver sur une autre machine, puis les autres clés, on va les partager de façon uniforme. Donc, à ce moment-là, ça permet d'éviter une situation où le même reducer va recevoir K1 et K4 dans ce cas-ci, puis être surchargé comparativement aux autres reducers. Et avoir un équilibrage de charge, ça permet de maximiser le parallélisme dans la phase reduce et minimiser le temps de complétion, de
pour terminer la tâche. OK, donc maintenant on va parler un peu là, d'autres fonctionnalités fournies par le MapReduce, par le quadriciel, donc tolérance aux pannes, donc comment ça fonctionne. Le master va communiquer avec les machines, va les surveiller, donc on va faire ce qu'on appelle des heartbeats, là, donc on va envoyer des messages périodiques pour s'assurer que les machines restent en vie. Et en plus de ça, les travailleurs doivent communiquer obligatoirement avec le master pour lui indiquer c'est quoi le statut là, de sa tâche. Donc, par exemple, quand la tâche est terminée, il doit dire au master, j'ai terminé ma tâche, j'ai écrit, par exemple, le résultat final sur le GFS, si je suis un reducer, ou par exemple dire au master, j'ai obtenu tant de clés différentes, de résultats intermédiaires différents. Voici les clés intermédiaires que j'ai obtenues si je suis un mapper. Donc là, le master, avec les heartbeats, qu'est-ce qu'il va faire? S'il fait un timeout, c'est-à-dire que remarque qu'il y a un travailleur qui ne répond plus, doit donc réagir à la panne. Donc il y a deux choses à faire. Si c'était un mapper, doit réexécuter les tâches du mapper, même si le mapper avait complété les tâches. Donc pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Essayez de penser à ça pour un moment. Et pour les reducers, doit réexécuter les tâches du travailleur qui a échoué seulement si la tâche n'est pas complétée. Okay? Donc, peu importe le cas, le travailleur va être mis sur la liste noire du master parce que, évidemment, le travailleur ne répond plus. Donc, s'il y a d'autres tâches à attribuer, il ne va pas les attribuer là, à ce travailleur qui ne fonctionne pas. OK, donc là, on va revenir sur le pourquoi ici. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut réexécuter les tâches du mapper, même si complétées, et pourquoi on n'a pas besoin de réexécuter les tâches d'un reducer qui a complété son travail. Donc, la raison, c'est la persistance de données. C'est-à-dire que quand on termine la phase reduce, on a écrit l'information sur le GFS. Donc, dès que l'information est écrite sur le GFS, le reducer peut tomber en panne, pas important. Okay? Le master a les résultats, c'est terminé. Mais dans la fonction map, les résultats, c'est des résultats intermédiaires qui sont juste enregistrés sur la mémoire vive du mapper. Donc, si le mapper tombe en panne, ben, malheureusement, j'ai perdu ces résultats-là. On ne peut pas les recouvrer sur le GFS. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin de trouver un autre mapper pour réexécuter l'ensemble de données qui a été attribué à ce travailleur-là. Le nouveau mapper peut évidemment retrouver les données sur le GFS, ça c'est pas un problème, mais doit devoir recalculer le tout. En termes de panne de master, malheureusement, il n'y a pas de tolérance. Donc ça, c'est le single point of failure, c'est vraiment le point de défaillance unique ici. Là. Dans un système MapReduce, c'est que le master ne peut pas tomber en panne. C'est le cerveau, s'il tombe en panne, va avoir un problème, là, on ne pourra plus coordonner. Dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera plus. On ne sera plus capable de savoir comment exécuter le reste de la job. Un autre problème qui est donc géré par MapReduce, c'est le problème des traînards, okay, ce qu'on appelle les stragglers. Donc c'est quoi le problème des traînards? C'est quand, par exemple, on est dans la phase de map, et là il y a un mapper qui est significativement plus lent que le reste des mappers. Donc peut-être les autres mappers sont quasiment terminés leur job, mais là tu as un mapper qui est vraiment là, qui rush beaucoup, là, qui est juste au début de son travail, et ça va lui prendre beaucoup de temps. Parce que quel est le gros problème dans MapReduce? C'est que pour pouvoir procéder à la phase Reduce, il faut que tous les mappers aient complété leur tâche. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que, si vous vous souvenez, les reducers peuvent seulement faire exécuter leur fonction reduce quand ils ont la liste complète de toutes les données pour les mots, pour les résultats intermédiaires qui sont attribués. Donc, si je n'ai pas tous les résultats complets, si je n'ai pas la liste de toutes les valeurs pour la clé intermédiaire que je travaille, je ne peux pas garantir que mes résultats sont complets, vont être corrects. Donc, comment est-ce que je peux garantir que j'ai tous les résultats? Ben, c'est quand tous les mappers sont terminés. À ce moment-là, j'ai l'information complète, j'ai les résultats intermédiaires complets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la phase map peut juste compléter quand
le dernier mapper a terminé son travail. Donc c'est aussi lent que le dernier mapper. Donc on a une dépendance à la vitesse du plus lent. Donc si j'ai un traîneur, si j'ai un mapper qui est vraiment lent, ça va ralentir la phase de map et ça va ralentir la job au complet. Donc c'est extrêmement important de s'assurer que tous les mappers terminent relativement en même temps pour pouvoir procéder immédiatement à la phase reduce. Okay? Donc comment est-ce que le master va traiter ce problème-là? Ben, va essayer de surveiller donc, fréquemment donc, l'état des mappers, même pendant qu'ils travaillent. Et s'il remarque qu'il y en a un qui est vraiment lent, okay, pourquoi est-ce que un mapper pourrait être lent? Peut-être que il y a des problèmes de dégradation du matériel, peut-être que le matériel est hétérogène, donc tout simplement pas aussi puissant que les autres machines, ou peut-être qu'elle n'a pas été chanceux et a reçu un lot de données qui est particulièrement difficile à traiter. Là. Ça dépend de comment la fonction map, la complexité de la fonction map. Là. Ça se peut que ça peut être très difficile à exécuter, ou que l'exécution est très variable selon les données qu'on reçoit. Donc à ce moment-là, ce que le mapper peut faire, peut-être, c'est prendre d'autres mappers qui ont par exemple déjà complété leur travail et leur réattribuer les mêmes données que le traîneur. Okay, si on suspecte que c'est le traîneur qui a un problème, ou peut-être ce qui est possible, c'est de rediviser les données existantes du traîneur, rediviser les données, rediviser les données que le traîneur devait faire, et ces morceaux de données-là, on va les redonner à d'autres mappers. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on voit aussi l'avantage de la programmation fonctionnelle. La fonction map est tellement facile à paralyser qu'on peut même dynamiquement redécouper des ensembles de données et les redonner, des listes de données, puis les redonner à d'autres machines. Ok, donc d'autres problèmes qui peuvent se passer, donc c'est moins important, là, donc je vais passer un peu rapidement là, parce que la vidéo est quand même assez longue. Là. Mais donc, des fois, ce qui est possible, c'est que les données sont mal formatées ou des choses comme ça. Okay? Donc, il peut y avoir des échecs à ce moment-là. Ça, c'est pas quelque chose, malheureusement, que le quadriciel peut tolérer. Là. C'est vraiment un problème de qualité de données. Et à ce moment-là, il faut débugger l'information, il faut réparer les données et réexécuter la tâche au complète. Okay? Et donc, et finalement, en termes de parallélisme de MapReduce, donc j'ai déjà parlé beaucoup de ça, là, que pour les tâches map, c'est vraiment facile de les paralyser. Pour les fonctions reduce, c'est paralysable en termes de clés différentes, mais il y a des limites là, en termes de paralysation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas paralyser une clé intermédiaire. Là. On peut pas. Si une clé intermédiaire reçoit beaucoup de données, c'est pas possible de rediviser cet ensemble-là sur plusieurs reducers. Il faut que la clé est donnée avec toutes ces données, même si c'est vraiment géant, sur un reducer. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est paralyser sur différentes clés, mais pas une clé elle-même. Donc l'avantage du parallélisme, c'est pour la scalabilité verticale. C'est le fait que si j'ajoute plus de machines, j'ai plus de travailleurs dans mon système, je devrais obtenir plus de performance. Mais la barrière, c'est la phase de triage. C'est le fait que la phase de reduce ne peut pas commencer tant que la phase de map est complètement finie. Okay? Donc ça, c'est le bottleneck dans le système. Il faut que je m'assure que la phase de map soit exécutée le plus rapidement possible. Ok, donc ça, encore un peu plus d'informations, c'est pas vraiment super important, là, mais comment est-ce que GFS, un peu plus d'informations sur GFS, donc comme j'ai expliqué là, dans ces informations-là, c'est ça qu'on étudie dans l'autre cours, là, 736, donc je ne vais pas passer là-dessus. Sinon, quelques chiffres là, pour vous donner un peu une idée là, de l'échelle de ce que Google a besoin. Là. Puis ça, c'était au moment là, où ils avaient développé ça. Là, okay? Donc, c'était plus là, comme en 2004. Là. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder des exemples concrets de MapReduce.